ce Pascal Quignard. Sa mère est fille de Charles Bruno. Alors ça nous vous dit peut-être rien à nous aujourd'hui, mais grand résistant d'une part, et grand linguiste. Par ce grand-père, philologue, c'est l'univers des mots qui s'est ouvert à lui. C'est l'univers de la langue qui s'est ouvert à lui. Et il est relié à cette interrogation sur l'origine de la langue, sur son évolution, voire parfois sur sa dégradation ou son délitement, par ce grand-père avec qui il a appris à lire. Alors, dans les rares confidences qu'il fait, il dit que c'est ce grand-père extraordinaire qui lui a appris à lire et qui l'a, je le cite encore, précipité dans une étude sans fin. Parce que quand on examine l'œuvre de Pascal Quignard, c'est près de 70 œuvres, toutes plus importantes et plus, je dirais, déconcertantes, voire parfois énigmatiques, les unes que les autres. Nous avons des romans, nous avons des essais, nous avons des inclassables. Comment classer les ombres errantes, comment classer mourir de pensée, comment classer dans quelle rubrique les tablettes de buis d'Aprodenia Avitia, comment Terrasse à Rome, les petits traités. Donc la lecture de Pascal Quignard n'est pas une lecture confortable. À maintes reprises, on a l'impression qu'il disparaît derrière les mots, derrière les romans, derrière les essais. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Et Flaubert termine, « Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voix ». Il a une enfance grammaticale, il y a mieux, hein, sévère, pour l'enfance, tout ça pour oui, pour l'enfance, classique et catholique. Les maternelles, pour lui, ce furent les lectures. C'est toujours un classicisme de la marge. Le sexe et l'effroi, c'est les peintures de Pompéi. De la recherche de ce qui a été oublié par l'histoire. Il a repris le texte d'une traduction qui avait été faite en 1604 et lui réagence. Alors ce que fait Quignard, oui, c'est réagencer. Vous sentez-vous écrivain, lui demandait Jean-Louis Potreau. Et alors Pascal Quignard lui répond, je ne me suis jamais éprouvé comme écrivain. Autre status que je trouve à vrai dire misérable, dès l'instant où s'y recherche un rôle ou un honneur ou une supériorité dans le groupe. C'est la lecture qui est pour moi vitale, au sens strict, qui m'a permis de ne pas étouffer, de survivre. La lecture, dit-il, l'étrange passivité, la mise au silence, plutôt que l'activité conquérante ou volontaire d'écrire. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. L'occupation américaine, déjà le titre lui-même est énigmatique. Il situe son roman au moment où, en France encore, avant De Gaulle, existaient des camps américains. Vous en souvenez, ouais. Et donc, on est dans les années 50, parce que même dans les camps américains, eh bien, que voit Pascal Quignard? Il voit les camps romains de l'occupation américaine. Quand cesse la guerre, l'Orléanais fut occupé par les Celtes, par les Germains, par les Romains, et leurs 12 dieux durant 5 siècles, par les Vandales, par les Alains, pardon pour les Alains, par les Francs, par les Normands, par les Anglais, par les Allemands, par les Américains. Dans le regard de la femme, dans les poings que tendent les frères, dans la voix du père qui gronde, dans chacun des liens sociaux, quelque chose d'ennemi se tient toujours. La musique, dans les matins du monde, est, je dirais, au même titre
que Monsieur de Sainte-Colombe ou Marin Marais, le personnage du roman, voudrait avoir cette exigence au-delà de tout qui est celle de Monsieur de Sainte-Colombe. Cette existence aussi qui méprise le social, qui méprise le pouvoir, qui méprise le politique. Vous ferez de la musique pour danser, mais vous ne serez jamais musicien. Alors, ce petit garçon-là, bien doté par les fées ou par les muses, n'est pas pourtant à l'abri de la douleur. Madeleine ne se nourrit plus, Madeleine maigrit, Madeleine devient laide et Madeleine, abandonnée, se pend. Pour ceux qui aiment ardemment les livres, constitue sans qu'ils le sachent une société secrète. Le plaisir de la lecture, la curiosité de tout et une médisance sans âge les rassemblent. Ils forment à eux seuls une bibliothèque de vie brève. Ils s'entrelisent dans le silence à la lueur des chandelles, dans les recoins de la bibliothèque, tandis que la classe des guerriers s'entretue avec fracas et que celle des marchands s'entredévore en criaillant dans la lumière tombant à plomb sur les places des bourgs. Voilà, nous avons formé peut-être, le temps d'un instant, une société secrète.